Et yo les petits potes, c'est l'hiver, IRL et sur les marchés. Aujourd'hui, grosse vidéo update sur KR1 parce que ces derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses. Cette vidéo fait suite à ma thèse d'investissement publiée l'année dernière sur YouTube. Je vous invite à la regarder au préalable ainsi qu'à lire les updates en commentaire pour mieux comprendre le contexte. Bien sûr, aucun conseil financier, l'investissement comporte des risques, donc faites vos propres recherches. Je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste un gars sous un arbre. Sous un arbre. T'inquiète, tu vas comprendre dans 2 secondes. Le 29 octobre 2025, Kairone a publié un prospectus de 118 pages et son résumé de 10 pages. Le nom du fichier de ce résumé s'appelle Project Tomahawk, donc je vais essayer de vous décrypter ce projet. A noter que toutes les résolutions dans ces documents ont été approuvées par les actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle et extraordinaire du 20 novembre 2025. Niveau prix, on est sur un KR1 qui s'échange à 25 pence sterling, donc 0,25 livres sterling. Toujours un discount d'environ 30% par rapport à la valeur de leurs assets. Actuellement, c'est pour moi le bet blockchain le plus simple, le plus crédible, avec un risque adjusted return asymétrique. Pour moi, le x10 est très facilement atteignable. On part du base case que ETH vaudra plus de 10 000 dollars en ayant au moins le triple de sa dominance actuelle et qu'à long terme, il dépassera la market cap de BTC de par son utilité. Donc tant que ce sont les marchés qui baissent mais que derrière les fondamentaux d'Ethereum restent aussi strong, ça ne change rien puisque c'est lui qui cover les risques sur KR1. Et si vous voulez mon avis, je pense que les risques à la baisse sont très faibles sur KR1. Je pense que nous ne sommes pas en bear market. On est sur des niveaux de supply non atteints depuis 2018. Supply sur les exchanges, hein. Alors je sais qu'il y a une partie qui migre on-chain, des effets de levier qui baissent, des liquidations bullish, des fondamentaux qui s'améliorent dans des structures longues et durables, les blobs par bloc qui frôlent les 6, la scalabilité et la tokenisation qui montent, un rythme d'inflation constant, une baisse de prix mais une hausse de la TVL, la sécurité du réseau est stable, et puis si vous pensez qu'Ethereum est mort, alors bon courage pour débrancher les 1 million de validateurs à travers le monde. Le base case est posé, on peut attaquer les news. Le 10 octobre, j'ai sorti mon projet KR1.live, un dashboard avec plein de données en temps réel sur l'entreprise, donc c'est un plaisir d'apporter ma pierre à l'édifice et de pouvoir aider les gens à comprendre la masterclass KR1. Plaisir aussi de l'avoir partagé le jour de la plus grosse liquidation en crypto jamais connue. Je l'ai sorti à 18h28. À 22h50, Trump annonce des tarifs contre la Chine, moins 80% sur les marchés crypto. Le Royaume-Uni, longtemps bloqué par le blanket ban de la FCA, s'ouvre enfin. Et KR1 est, comme évoqué dans l'update du 5 août 2025, le premier à passer la porte. Un listing qui survient un mois avant Noël et à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Plus sérieusement, il y a un énorme gap entre le LSE et la Swiss Exchange. On parle d'une bourse entre top 5 et top 10 au monde, et une bourse qui n'est même pas classée. Là, ça devient open à absolument tous les institutionnels, les trackers, les ETF. Il faut se rendre compte de la marche qu'on passe, parce qu'en blockchain, sur le LSE, il y avait Argo, mais ils vont délister le 8 décembre, et Binance, qui s'est rename en London BTC Company, mais bon, ça va à zéro parce que c'est basé sur de la hype et c'est très mal géré. Donc on peut dire que c'est la première et unique digital asset company sur le LSE. Ça va enfin devenir accessible au monde entier, et en tant qu'investisseur étranger, je peux vous dire à quel point c'est game changer. C'est une énorme galère pour en acheter. On est sur des marchés secondaires qui sont basés sur un marché qui lui-même n'est même pas liquide. KR1 va donc rentrer dans les modèles de calcul institutionnels puisqu'il y a un cash flow avec le stacking. KR1 devient donc un proxy parfait, productif, transparent, audité et régulé. Les revenus de stacking qui vont être amenés à augmenter. En effet, je vous introduis le Placing Programme. Une fenêtre de 11 mois leur permettant d'émettre jusqu'à 125 millions d'actions ordinaires pour globalement financer les activités de stacking. A noter qu'ils ne pourront pas offrir des actions à plus de moins 10% du prix actuel, donc ça va, ça sera pas trop bradé. En faisant ça, KR1 n'est plus un simple VC, ils étendent leur champ d'investissement qui ne sera plus cantonné qu'au early stage, mais aussi à des projets plus matures, toujours avec un focus sur le stacking. Comme j'ai dit dans ma vidéo, tout le monde rêve de rente, de revenus passifs en faisant le moins d'efforts possible. C'est exactement le principe du stacking. Vraiment, tout le monde va kiffer. Les boomers, la Gen Z, ils adorent déjà l'immobilier locatif, les dividendes, les bots de trading. En plus, tout le monde ne stack pas, donc c'est comme si certains actionnaires refusaient leurs dividendes et d'autres non. Donc certains se font diluer et d'autres juste redistribuer. Le stacking, c'est dividendes réinvestis en temps réel, donc c'est full snowball. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Bitcoin Treasuries? C'est bien de faire des réserves d'un actif improductif qui fait des ATH. Mais quand ça redescend, on fait comment? Quel est le business model? On espère qu'il y aura des nouveaux entrants. Sachant que certaines entreprises s'attribuent des primes de plusieurs millions sorties de nulle part, il n'y a pas un monde où des gens achètent des Bitcoin Treasuries avec des gros 20 de MNAV aussi nuls que Sats, que Concilium ou que Smarter Web Company a plus d'1 milliard de capitalisation et n'achète pas un KR1. Bon guys, il faut que je vous parle d'une compagnie en ce moment qui explose sur la Swiss Exchange, Smarter Web Company. Voilà, ils explosent pourquoi? Parce qu'ils achètent des BTC à mort. Ils lèvent de l'argent, ils diluent leur entreprise et ils achètent des BTC comme MicroStrategy. Sauf qu'au final,
Ah voilà, ils ont fait un The 10 Years plan, mais au final, pour l'instant, ils ont que 27 millions de BTC. Ils en ont 346. L'entreprise, je rappelle, est évaluée à 1,1 milliard de livres sterling. Frérot, ils ont 27 millions de BTC et ils pèsent 1,1 milliard. Il n'y a pas un petit problème. Alors les gens anticipent. Mais là, ils anticipent bien là. Là, je pense que le revers de bâton, il va être, il va être puissant. Là, je suis en daily. Là, mon gars, le jour où les gens ils vont se rendre compte de la supercherie, enfin, c'est pas une supercherie, mais voilà quoi. Ça va être terrible. Pour Ethereum, c'est différent. Là, on a un vrai yield natif sans risque, et là, les ETH Treasuries peuvent payer leurs actionnaires. Donc, on a une vraie plus-value à se faire diluer. Et là encore, sur ce narratif, on a eu des baux 2-3 de MNAV, mais là, c'était sur des milliards de capitalisation, avec des Bitmine, des Sharplink. Bon, après, je parle pas des clowns qui te sortent le 11 août. On prévoit d'atteindre les 10% de la supply de TH, qui est un chiffre totalement sorti de leur chapeau. Et le 20 novembre, on annonce un buyback de l'action. Génial! Mais avec quel argent? Une vente d'ETH 3 mois après les avoir achetés. Un emprunt de 10 millions à 7,9% annuel. Mais comment on l'a payé la dette? Avec les revenus du stacking? Bah, c'est super pour les actionnaires ça. C'est une énorme erreur de gestion du risque et c'est terrible. Quand tu investis dans une entreprise qui se dit digital asset treasuries, tu dois avoir 100% confiance en la gestion. Là, ça montre juste qu'ils avaient qu'un seul plan, Ethereum en ATH et on lève un maximum d'argent. Ils n'ont même pas disclose le prix de vente. Est-ce que ça vous paraît normal? Ces entreprises n'ont pour la plupart rien traversé en crypto, la plupart ont été créées ou rebrand ce trimestre et elles sont déjà en train de sauter. Les masques tombent! La crypto c'est un marathon et ça KR1 l'a bien compris. On a une reprise de la communication comme à l'ancienne. La dernière fois qu'ils communiquaient comme ça c'était en 2021 et c'est de la communication qualitative. Peter Holzgrove, on voit qu'il connaît bien le game, c'est de la S-tier communication. Couplé à cela, on a un rebranding, donc on a quitté le vert flashy vers des couleurs un peu plus sombres, le noir, le vert kaki, donc un peu en mode luxe, sérieux. On vise clairement les instits sur ce coup-là. Après 1600 jours, nous allons avoir un nouveau site web, donc il arrivera sûrement demain. Je ne pense pas que ce soit un hasard s'ils ont pris le badge verified sur X, étant donné que je leur ai suggéré de prendre sur la handle marketplace de X le @KR1. Parce qu'il y a un vrai game sur X, pour les institutions blockchain, c'est là que ça se passe. Le buyback est prolongé de 1 an, alors pourquoi ils n'ont pas buyback plus tôt? Parce qu'ils pensent que les marchés sont sous-évalués, donc ils veulent faire grossir leur bag avec les rewards de stacking. Oui, parce que le buyback sera fait avec les rewards de stacking, et ça, ils le feront dans une période d'euphorie comme une sorte de DCA à la vente. Ils vont mettre en place 138 nodes pour Ethereum, 3 nodes pour Polkadot, 1 node pour Celestia, 1 node pour Cosmos et 5 nodes pour Kusama. Et qu'est-ce que ça va leur rapporter de mettre en place cela? Eh bien principalement à récupérer le contrôle et à récupérer les 5% de fees que prenaient les validateurs sur les rewards de stacking. Ils vont bientôt disclose les tiers choisis et les coûts associés, mais croyez-moi, ça va être rentable très rapidement. Je pense que d'ici quelques mois, c'est déjà break-even. Après, voilà, c'est mineur. On parle d'un gain de 5% sur un yield de 3% sur Ethereum. Donc, on aurait un gain de 0,15%. Mais c'est déjà des cases de cocher. Ça, je me demandais pourquoi ils le faisaient pas, car c'est presque de l'argent gratuit au vu des coûts de maintenance d'un node. Après, on peut imaginer que les acteurs pro-décentralisation ne vont pas stacker chez un Coinbase. Ils vont donc chercher des alternatives fiables et vont trouver un KR1 avec des audits, des rapports financiers et des exigences supérieures à la plupart des validateurs. KR1 est et sera vu comme un play green, blockchain, innovation, stacking, ethical, digital, écological, ESG. Vous pensez qu'ils ont choisi le vert par hasard? Non, je rigole, mais je suis très sérieux. En termes de coût, l'incentive est toujours aligné. Ils vont se payer 1,9% annuel de la NAV mensuellement, plus la prime de performance de 20% de ce qu'ils vont générer au-dessus du seuil, le high water mark, le dernier ATH de la NAV en fin d'année, qui date de 2021 et qui est fixé à 150 721 205 livres sterling. Pour moi, il n'y a plus vraiment de red flag sur KR1, c'est un pari sur la technologie blockchain, et à part Ethereum et quelques exceptions, la tech blockchain est au plus bas, tout le monde pense que c'est mort. Ça fait 1393 jours qu'on n'a pas eu d'alt season. Voici un extrait d'une vidéo qui résume assez bien la psychologie actuelle sur les altcoins par globalement tout le monde, puisque tout le monde juge à la charte. Si le projet n'a plus lieu d'être, il y a quelques projets qui se sont fait dérouiller et qui ont toujours une équipe, ils ont une trésorerie, ils ont du potentiel. Mais sur 20 projets qui souffrent, il y a 18 projets où il n'y a même plus d'équipe. Donc c'est pas simplement attendre que ton cadavre sort du coma, tu vois ce que je veux dire? C'est simplement attendre qu'ils reviennent à la vie parce qu'il n'y a plus rien, c'est fini, il n'y a plus personne qui va essayer de le raviver à un moment ou à un autre. Et ça, c'est important et les débutants surtout ont du mal à le faire. Et en fait, même quand on n'est pas débutant, quand tu as vraiment dérouillé sur une position, moi j'ai coupé Atome, j'ai coupé Atome. Quand tu déboucles Atome, tu as le clic lourd, tu vois. Atom, c'est exactement le token qu'il faut couper. Il a plus d'utilité, à part de temps en temps de staker, recevoir des airdrops, mais il n'a pas grand-chose. Super projet, super technologie, super communauté, mais
il n'a pas le narratif, il n'y a pas de buyback, il n'y a rien qui fait qu'aujourd'hui tu stakes du Atom pour voir créer de la Parce que valeur. souvent, on dit C'est le pire exemple qu'ils auraient pu prendre pour parler d'un altcoin mort, sans team, sans trésor, sans utilité ni potentiel. Moi je vous dis qu'ils se trompent et que c'est absolument tout l'inverse. On est typique sur l'effet Dunning-Kruger. Atom c'est 200 millions de trésors sans dette, avec une majorité en fiat, BTC, ETH, puis en Atom, pour une market cap de 1,2 milliard. En plus, l'un des 3 membres au board de l'ICF, c'est Josh Cincinnati, co-founder de Zcash. Ça va, il est pas à plaindre en ce moment. Lido, une autre position de KR1, pareil, ça build, 600 millions de market cap, 180 millions de trésorerie, toujours leader avec 60% de part de marché, avec comme plus gros concurrent Binance qui est un acteur centralisé, donc il joue même pas dans la même cour. Donc voici comment je vois les choses, on aurait un ATH sur ETH, un price discovery sur ETH, un nouveau plus haut sur ETH, tu sais le mec qui se répète, ah je suis une galère. On aurait des liquidations bearish, donc au moins l'équivalent de la market cap d'Atom, un sentiment qui revient sur les alts, une alt season, un KR1 qui commence à rentrer dans les indices, au début qui va commencer avec le FTSE Small Cap, à 83,6 millions de market cap, ensuite les ETF Digital Blockchain Company, comme le Wisdom Tree Blockchain ETF à partir de 150 millions. Le MNAV ratio va s'échanger à un premium, ils vont diluer pour acheter des actifs de stacking, et avec ces mêmes revenus de stacking, ils vont commencer le buyback et on aura une pression acheteuse de plusieurs dizaines de millions mensuellement. Et tout ça, ça va arriver très soudainement et je pense que certains s'en mordront les doigts quand ils verront KR1 partir comme une fusée, comme en 2020 ou 2021. Ces mecs ont une vision extrêmement deep de l'écosystème, une gestion estière, une gestion prudente, sans dette, c'est ce qu'on cherche dans les marchés les plus vénères, les plus volatiles au monde. Je trouve que c'est vraiment l'opportunité d'une vie, tout est et tout va s'aligner. KR1 sera une entreprise de plusieurs milliards de market cap et c'est là que tout le monde va en parler et la vendre comme le futur avec des calculs de cash flow, du stacking. Bref, faites vos recherches maintenant qu'on est en extrême fear, vous ne vous rendez pas compte d'à quel point la mort des projets dans lesquels ils sont investis est déjà pricée. Donc il ne suffit d'un seul qui se démarque et qui sert vraiment à quelque chose pour nous pondre la perf de l'année. Et oui, on n'est pas à l'abri d'un gros x40 sur Atom. Personnellement, je me gave autour des 30 centimes d'euros par action et puis si demain on prend un moins 50% sur les marchés ou sur KR1, je m'en fiche, ça ne change rien. Tant qu'Ether est toujours là, Ethereum n'est pas dans une bulle, donc il rebondira plus facilement. KR1, c'est un play zero hors hero, donc si Ethereum survit, je sais que KR1 va survivre. En fait, ils n'ont pas de dette et une excellente gestion. Je sais qu'ils vont faire au mieux. Et puis si je me trompe et que ça va à zéro, je m'en remettrai, hein, chacun sa gestion du risque. En mars 2026, ça fera 10 ans que KR1 est coté en bourse. Vous en connaissez beaucoup des boîtes crypto encore vivantes après une décennie. Tu n'inventes pas 9 ans d'historique, les instituts peuvent payer une prime pour ça. On est sur une entreprise extrêmement saine, donc s'il y a un pari technologique à prendre, c'est pas quand ETH sera à 10K. Clôturons cette vidéo sur cette magnifique citation de Naval, play long-term games with long-term people. Non maman, j'ai pas ça, j'ai mon pantalon.